Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire centré sur l'automatisation avec des cas concrets donc d'usage. Nous allons vous présenter les notions d'Intent-Based Network et d'Intent-Based Automation sur la base des solutions NetBrain dans leur version 10 qui offre un nouveau module qui étend encore les capacités donc d'automatisation. Cette présentation sera animée par Christophe Couvercel et moi-même. Comme d'habitude, vous pouvez nous poser des questions durant la présentation par le chat. On répondra à une partie de ces questions à la fin de la session. Et pour les autres points qu'on n'aura pas pu traiter en séance, on vous répondra par email ou on vous recontactera pour détailler certains points. Cette présentation sera téléchargeable sur notre site web, sur la page actualité, afin que vous puissiez tous la faire circuler. En termes d'approche, je dirais pour ce qui est de l'automatisation, on est comme pour nos autres secteurs d'activité dans une approche de DevOps, donc une logique de prendre en compte les éléments dès la conception, donc d'une infrastructure et donc du réseau, donc par exemple, jusque à la mise en production, donc sur le run, avec une logique, je dirais donc d'atelier progressif pour enrichir les notions, les règles de départ et les faire évoluer au fil du temps. Donc, pour la mise en œuvre de toutes ces règles, on peut commencer par une phase de conseil et de transfert de compétences sur la manière, je dirais, de mettre en règle un petit peu les intentions qui ont permis de construire une infrastructure, les obligations aussi, notamment donc en termes de sécurité, en prenant des cas d'école très très précis. Donc, cette phase de conseil amont peut permettre ensuite de passer la main à vos équipes, où on joue notre rôle d'intégrateur. On vous accompagne généralement pendant les 2-3 premiers mois pour réaliser avec vous certaines automatisations. Le but, c'est que vous soyez autonome et vous sachiez aussi ordonner, gérer et maintenir toutes les règles qui vont être conçues autour donc de l'outil. Ou on peut très bien, dans le cadre d'un contrat de service, donc dans une approche de type service manager, réaliser tout ce travail d'acquisition, de configuration et de maintenance par nous-mêmes, jusqu'à aller même opérer un premier niveau d'alerting dans notre centre de service pour que vos équipes se concentrent sur le support niveau 2 ou niveau 3 ou sur l'ingénierie de vos systèmes. Donc, nous sommes dans une approche no-code en termes d'automatisation, comme vous le verrez dans la démonstration donc, de Christophe. Néanmoins, on peut être amené à être obligé, pour certaines règles, d'intégrer des indicateurs ou des données qui sont dans vos data lakes. Donc, par API, il faut intégrer un certain nombre de paramètres où il faut développer un certain nombre donc d'interfaces. Et donc, de fait, notre laboratoire de développement peut venir aider à enrichir votre système pour que l'automatisation aille au-delà des données que gère le système NetBrain. Alors, en termes d'automatisation, il y a quelques notions de base à avoir en tête. La première chose, c'est de définir les règles pour comprendre comment une architecture a été conçue, quelles sont les règles donc, de nommage, de segmentation donc, du réseau, pourquoi, quelles sont les notions de répartition de charges ou de secours, pour être capable de bien définir sur la base soit des documentations textuelles donc existantes, ou les wikis, ou même les absences de documentation, d'avoir toute l'information pour définir dans le système NetBrain toutes ces règles, en vue de développer donc des robots qui permettront de contrôler ces règles. Donc, par exemple, si on est dans une logique de repli ou de secours, eh bien de vérifier que les opérations de repli et de secours se font bien entre les VLAN concernés, par exemple, de la bonne manière, et que toutes les gestions ou les changements de configuration qui sont assurés au niveau d'un switch, par exemple, se font conformément à ces règles, ou alors de mettre en évidence le non-respect de certaines règles et justement de préconiser des changements. Donc après cette phase de mise en robot sur toutes les actions donc de contrôle, eh bien, on définit l'arborescence qui fait le lien entre les alertes qu'on peut avoir sur le non-respect donc de certaines règles et l'ensemble des recommandations qui permettent de vérifier ce pourquoi on a pu dériver donc de ces règles et trouver automatiquement ce qui a pu donc se passer, au-delà de créer un ticket d'incident, au-delà simplement aussi d'avoir des possibilités de travailler autour d'une détection automatique à travers des accès de chat en ligne et pas simplement le mail, parce qu'on sait très bien aussi que si on a des défauts d'infrastructure, on peut avoir aussi le mail qui ne fonctionne pas. Et pour résoudre des problèmes, il faut une collaboration donc en live.
Donc, nos travaux d'automatisation tels que vous montrerons incluent tous ces outils pour être efficaces, temps réel, et diminuer les temps de dépannage. Voilà. Donc, par rapport à ces notions, je dirais qu'elles sont importantes pour améliorer le côté diagnostic de manière automatisée, je vais passer la main à Christophe qui va vous introduire, je dirais, les mécanismes plus en détail dans l'environnement NetBrain 10 et vous présenter 2 cas d'usage très précis. À tout à l'heure pour les questions-réponses. Bien, merci Eric. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler des réseaux basés sur les intentions ou la terminologie anglo-saxonne Intent-Based Networking, IBN. Donc, dans un premier temps, nous rappellerons quel est ce concept et ensuite nous montrerons ce que apporte la solution NetBrain pour répondre à ce concept et notamment en particulier la nouvelle fonctionnalité révolutionnaire qui vient d'être implémentée dans NetBrain 10.0 qui est l'Intent-Based Automation. Et à la suite, je ferai une démonstration montrant 2-3 cas d'usage. Alors, si on revient sur la définition, j'ai pris 2 définitions, à la fois de Cisco et de Gartner, donc ce sont des références. Donc, comme je disais, les réseaux basés sur l'intention, c'est un concept. C'est un concept qui vient à la suite d'un constat au niveau de l'infrastructure, au niveau des réseaux, comme quoi la demande et les exigences en matière de réseau sont de plus en plus importantes. Il y a des mises à jour hebdomadaires, voire plus. Il faut pouvoir assurer la conformité de l'environnement. Et ceci est dû au fait que les exigences et les objectifs de l'entreprise sont de plus en plus élevés, c'est-à-dire que les services qui sont offerts par l'entreprise ont des critères importants de latence et ainsi de suite, donc, et de performance de façon générale. Donc, les réseaux doivent être capables de suivre et de répondre à ces performances. En contrepartie, les méthodologies qui sont utilisées, que ce soit par les administrateurs, que ce soit aussi OLS, restent relativement traditionnelles. Souvent, la façon d'informer est faite à base de wikis, de documentation interne ou des méthodologies internes qui ont été efficaces pendant de nombreuses années, mais il est extrêmement difficile de suivre le rythme des exigences aujourd'hui, donc il est nécessaire d'automatiser le plus possible. Gartner reprend une définition similaire par rapport à ce que je viens de dire. Il définit les réseaux basés sur l'intention par 4 points, traduction et validation. Traduction, les réseaux sont de plus en plus divers, avec beaucoup de types d'équipements, beaucoup de types de technologies, chacun utilisant leur propre langage. Donc, il est extrêmement difficile de tout comprendre, d'une part. Donc, on a besoin d'un outil unificateur qui va être capable de traduire toutes ces informations et les transcrire dans un langage, que ce soit le plus graphique possible et que tout le monde puisse l'utiliser sans avoir à avoir toutes les compétences. La mise en œuvre automatisée, le fait que les mises à jour soient de plus en plus importantes, des mises à jour hebdomadaires sur lesquelles on doit suivre pour chaque mise à jour avec une documentation qui soit compréhensible par tout le monde, sur de la résolution d'incidents, car il ne faut pas oublier que 80% des incidents sur le réseau interviennent suite à des mises à jour. S'il n'y a pas d'automatisation, on n'arrive pas à suivre le rythme, on n'arrive pas à suivre le rythme des exigences qui nous sont imposées. La conscience de l'État, ça va avec exactement ce que je viens de dire auparavant. La conscience de l'État, parce qu'on a besoin de connaître quel est l'état du réseau pour pouvoir diagnostiquer lorsqu'un problème apparaît et pouvoir y remédier le plus rapidement possible et donc faire ce qu'il dit dans la dernière point de la remédiation dynamique pour pouvoir enrichir le réseau de façon proactive, pour pouvoir capitaliser les informations qui ont été acquises au fur et à mesure de la prise de connaissance du réseau et donc que le réseau va, au fur et à mesure de son évolution, va s'enrichir et il va capter toutes les informations qui ont été prises par cet outil. Donc, d'où la solution NetBrain. Donc, NetBrain est une solution de cartographie dynamique. Donc, NetBrain va tout d'abord récupérer toutes les informations de configuration, de paramétrage des équipements d'infrastructure. Donc, NetBrain va s'installer on-premise, évidemment, pour des raisons de sécurité. Donc, il va fonctionner comme une base de données MongoDB qui va se connecter avec tous les équipements, stocker les informations et grâce à toutes ces données de configuration, NetBrain va pouvoir dessiner une carte dynamique. Ça veut dire quoi une carte dynamique? Ça veut dire 2 choses. D'une part, on ne va pas dessiner toute la carte. On pourrait, mais il n'y a aucun intérêt parce qu'on va s'intéresser vraiment au point précis sur lequel nous sommes en train de faire notre étude. Si on est en train de faire
de la résolution d'incidents, par exemple, et on va pouvoir cibler, on va pouvoir faire surligner des informations précises. Par exemple, je veux souligner eh bien, des données du protocole SPF ou du BGP, eh bien, ils vont apparaître de façon très explicite sur la carte. À chaque carte va être associé un robot qu'on appelle runbook, un ou plusieurs d'ailleurs. Donc, l'objectif de ces robots, eh bien, c'est de faire des collectes automatiques de paramètres et de comparer ces paramètres entre différents équipements ou à différentes périodes de temps pour pouvoir diagnostiquer automatiquement un changement par rapport à une base de référence qu'on appellerait une golden baseline, pardon. Et par rapport à cette base de référence, eh bien, remonter des alertes si il y a des choses qui ne correspondent pas aux exigences qui nous ont été imposées. De plus, NetBrain, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va s'intégrer dans l'existant. On ne va pas enlever ce qu'on a dans notre infra et mettre NetBrain. Non, on va regarder ce qu'on a dans l'infra et on va intégrer NetBrain. Donc, intégrer NetBrain, ça veut dire qu'il peut s'interfacer avec un système de ticketing, avec un système de log, par exemple. J'aurais plein d'autres exemples à citer. On va enlever mon stylo. Mais NetBrain, avant tout, c'est un outil de cartographie dynamique unifiée. Ça, c'est très important d'avoir une visibilité globale de notre infrastructure. Parce que notre infrastructure, ce n'est pas seulement des équipements d'infra, des routeurs, des switches. Il faut tenir compte aussi des équipements de sécurité tels que les firewalls. Il faut tenir compte des nouvelles technologies telles que les routeurs applicatifs, les SD-WAN, ou bien les environnements virtualisés, l'environnement VMware, par exemple. Mais il faut aussi avoir la possibilité d'avoir notre visibilité jusqu'au cloud. NetBrain permet d'avoir cette visibilité totale et sur toute cette visibilité, eh bien, l'automatisation à base de robots va pouvoir s'appliquer. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, eh bien, on va pouvoir vérifier, par exemple, le chemin entre un ESX sur le cloud et une machine qui est derrière un routeur applicatif, par exemple, et lancer des études à n'importe quel moment et faire des diagnostics en temps réel. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et NetBrain donc, va avoir cette étendue pour des clouds AWS ou des clouds Azure. Mais intéressons-nous à cette fonctionnalité Intent-Based Automation. L'Intent-Based Automation, donc, qui se base sur l'Intent-Based Networking, donc réseau basé sur les intentions, NetBrain fait la constatation que finalement, les réseaux basés sur l'intention est l'ADN du réseau. Pourquoi c'est l'ADN? Parce que c'est à l'origine du concept, du design que l'architecte a fait sur l'implémentation du réseau. Et l'objectif est de se baser sur 4 leviers majeurs que l'on va pouvoir avoir un suivi et enrichir au fur et à mesure notre réseau grâce à ces points-là. Le premier vient la connaissance de l'état du réseau, c'est-à-dire avec une simple et unique vue. Je vais reprendre mon petit stylo. Avec une simple et unique vue, on va pouvoir savoir rapidement, avec un code couleur très simple, eh bien, quel est l'état des équipements du réseau. Ceci vient avec la programmation de robots. Lorsque je dis programmation, attention, il n'y a aucune ligne de code qui est nécessaire. Tout cela se fait de façon automatique, mais il va falloir déclencher ces robots et ces petits robots vont se déclencher dès qu'une variable, dès qu'une valeur n'est pas acceptable selon les critères qui ont été définis par l'architecte. Donc, par exemple, si c'est vert, c'est bien, si c'est rouge, c'est pas bien, c'est facile à comprendre. Associé à cela, eh bien, on va pouvoir vérifier les intentions en matière de l'implémentation qui a été faite par l'architecte. Et ces intentions vont permettre de voir, eh bien, où est la non-conformité pour lequel eh bien, cette alarme a été déclenchée. Associé à ces intentions, il y aura des recommandations aussi qui ont été définies, c'est-à-dire suite à ces résultats, eh bien, on recommande de faire telle ou telle mesure, on recommande de faire tel ou tel changement. Et tout ça va être automatisé dans un outil. Ça va permettre donc de répondre rapidement, donc de gagner en vitesse et en agilité, car ici, comme on peut le voir très facilement, mais je n'ai pas besoin d'avoir des compétences dans le langage de cet équipement, je n'ai pas besoin d'avoir des compétences pour programmer cette interface, donc tout va être automatique, visuel et facile à comprendre. On va pouvoir aussi réduire les risques, c'est-à-dire si je me mets du côté de l'architecte et que je dois implémenter un nouvel équipement ou faire une mise à jour, un changement de paramètres, eh bien très rapidement, en regardant sur cet outil, eh bien, je vais pouvoir voir quels pourraient être les effets de beurre et quelles seraient les recommandations par rapport à cette implémentation. Si je prends l'exemple ci-dessous, eh c'est un exemple pour lequel je suis du helpdesk, j'ai reçu un incident. Suite à cet incident, eh bien, il s'est déclenché automatiquement une alarme par rapport à ce robot. Il a détecté que la valeur actuelle
eh bien, elle ne correspondait plus aux critères d'acceptation. À cela, eh bien, il va s'amorcer un diagnostic automatique qui va permettre de dire en détail, eh bien, l'erreur qui est apparue, l'alarme qui est apparue est due à telle ou telle information. Donc, ça va nous permettre, eh bien, d'avoir des détails de d'où peut être la cause de l'erreur et de le résoudre en suivant les recommandations qui nous ont été données. L'intérêt de le résoudre, eh bien, c'est que toute cette séquence, eh bien, on va la réutiliser pour, on va dire, pour enrichir eh bien, soit le robot qui était déjà déclenché au départ, soit créer un autre robot pour qu'à la suite, eh bien, il n'y aura plus ce problème qui apparaît. Et donc, les prochains incidents, eh bien, ce seront sur d'autres incidents ou d'autres phénomènes. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, avec ce système d'automatisation, eh bien, le niveau de sécurité va s'enrichir, le niveau de risque de problème va baisser. Et donc, on va avoir un réseau eh bien, qui va être de plus en plus stable et qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure des évolutions qui nous sont imposées. Donc, mais le mieux, c'est de passer à la démonstration. On va passer tout de suite à la démonstration. Alors, avant de passer à la démo, je vais juste faire un petit rappel, ou peut-être pas un rappel, peut-être une nouveauté pour certains, sur l'architecture de NetBrain. Donc, NetBrain est une solution 100% logicielle qui est basée principalement de deux serveurs. Un serveur Linux qui va être d'une part responsable avec la fonctionnalité de front-end de se communiquer avec l'infrastructure. Donc, c'est une solution on-premise pour des raisons de sécurité évidentes, car on va récupérer les configurations et les paramètres des équipements d'infra. Et donc, cette interface va se faire avec le front-end. Donc, d'abord, on fait une communication SNMP pour identifier les équipements et ensuite, donc, on va récupérer les paramètres soit par CLI, soit par SSH. Dans le cas où ça serait impossible d'utiliser SNMP ou voire même d'utiliser CLI ou SSH, on peut utiliser une API REST ou voire même avoir une solution tierce, un collecteur qui est déjà responsable de stocker les paramétrages des différents équipements d'infra et dans ce cas-là, NetBrain s'interfacera avec cet équipement. Ensuite, la deuxième partie est une base de données MongoDB dans lequel eh bien, tout va être stocké, les données pour pouvoir les implémenter dans la cartographie dynamique. Donc, en fait, ici, on voit trois équipements, mais ça peut être tout simplement une seule et unique machine Linux virtuelle. Et ensuite, pour la partie front-end, eh bien, c'est l'environnement Microsoft, Windows Server. Pourquoi Microsoft? Pour deux raisons. D'une part, pour la convivialité de l'interface bureau de Microsoft, on va le voir dans la démonstration. Et ensuite, le fait d'utiliser Microsoft Web Server, qui est un web server qui est très sûr, beaucoup plus difficile à craquer que des serveurs genre Apache, par exemple. C'est une solution multitenante, donc chaque utilisateur va avoir son environnement, son propre bureau avec les accès qui lui sont autorisés à un certain nombre de sites. Ce n'est pas dépendant d'un site, ça peut être multi-site. Et c'est une solution redondante, donc il n'y a pas de limite en matière de nœuds. Un nœud, c'est un équipement d'infrastructure, c'est un ESX au niveau cloud, c'est une machine virtuelle, ça c'est un nœud. Et donc, plus on aura d'équipements à visualiser, bien plus on formera des clusters, tout simplement. Alors, on va basculer donc sur la démo. OK. Donc là, je suis dans mon environnement. Donc on pouvait le voir, ça ressemble beaucoup à un environnement Microsoft avec un menu, avec des barres d'outils. J'ai une petite fenêtre de dialogue dans lequel j'aurai des communications avec d'autres partenaires. Tout d'abord, NetBrain, c'est un système de solution de cartographie dynamique. Donc, bien la cartographie, on a la possibilité, donc, dans mon propre tenant, de visualiser les équipements qui me sont autorisés. Donc là, par exemple, je suis sur plusieurs sites, sites de Boston, de Los Angeles, et ainsi de suite. Si je m'intéresse à un équipement particulier, eh bien, j'ai juste à faire drag and drop et je vais le déplacer sur ma carte. Donc, au lieu, comme je le disais dans la présentation, d'afficher une carte complète qui est souvent très difficile à chercher une information dans une carte complète, eh bien là, on s'intéresse à cet équipement-là, ben, on n'a aucune raison d'afficher toute la carte. Si j'ai besoin de connaître les paramétrages de cet équipement-là, eh bien, j'ai juste à cliquer dessus et je vais avoir ces informations du device, des interfaces. Bien sûr, je pourrais rentrer dans les détails, mais ce n'est pas l'objectif de la démo d'aujourd'hui. Les tables de routage, tables RP que je peux exporter aussi simplement dans un fichier Excel ou CSV. Si j'ai besoin de m'intéresser un peu plus en détail
de ce qui se passe autour de cet équipement, eh bien, je peux afficher les liens, niveau 2, niveau 3, interface, choisir les équipements que j'ai autour, j'ai de la visibilité des équipements qui sont autour. Si je les indique tous, eh bien, j'ai tout de suite sur ma cartographie une visibilité. Et le fait d'indiquer de la cartographie dynamique, eh bien, je peux m'intéresser à n'importe quel moment à des paramètres en particulier. Par exemple, si je veux regarder le protocole OSPF, quels sont les paramétrages du protocole SPF, eh bien, je choisis une vue dynamique live et NetBrain va m'indiquer directement quels sont les équipements qui donnent des informations de cartographie dynamique. Voilà, ici, je peux me déplacer, j'ai des codes couleurs, j'ai des détails, j'ai du log, et toute cette information-là eh bien, va pouvoir être transportée dans un document dans Word, par exemple, pour faire des rapports, va pouvoir être enrichi. Je vais revenir sur ma carte par défaut. Et on va s'intéresser au sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui est donc l'Intent-Based Automation. Donc, je vais prendre 3 cas. Un premier cas plutôt simple dans le but de montrer la fonctionnalité. Un cas vraiment plus de cas d'étude que les administrateurs réseau vont comprendre tout de suite l'intérêt. Et finalement, je vais montrer comment on crée ces robots. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser ici. Ici, j'ai une petite cloche qui m'indique s'il y a des alertes. Donc, c'est-à-dire s'il y a eu des erreurs qui ont été remontées, donc des alertes qui ont été déclenchées. C'est-à-dire qu'on est en dessous ou au-dessus d'un seuil d'acceptation. On n'a pas respecté les valeurs qui étaient définies comme des golden baseline. Donc, il y a une alerte qui se remonte. Donc, ici, par exemple, justement, sur l'équipement que j'étais en train de regarder, ça tombe bien, on me dit qu'il y a des erreurs dans la table de input. Donc voilà, c'est très explicite, j'ai des erreurs. Donc quelle est la méthodologie? Tout de suite, je vais ouvrir ce que j'appelle l'arbre de décision et je vais m'intéresser à cet équipement-là qui s'appelait BOS, Boston. Voilà, il est là. Et je tombe juste dessus, donc c'est parfait. Donc, j'ai les robots qui ont été définis par l'architecte, par l'administrateur pour surveiller des variables critiques. Donc, par exemple, bien ici, j'en ai un qui est en vert, ça veut dire que tout va bien. Donc, si je veux regarder en détail, il me dit que celui-ci est en train de vérifier la consommation de CPU. Si c'est plus d'un gigabit, bon, tout va bien. Je pourrais éventuellement, dans les intentions, avoir plus d'informations, plus de détails de quelles sont la liste des paramètres qui sont associés à cette alerte. J'ai des recommandations aussi qui pourraient m'être données, mais comme tout va bien, je ne vais pas m'intéresser de trop. Par contre, ici, j'ai une alerte, donc c'est l'alerte qui correspond au message que j'ai reçu ici, probablement, parce que c'est la seule qui apparaît en rouge, et il me dit vérifier s'il y a des input erreurs ou des erreurs CRC. Oui, j'ai exactement vu un message d'input erreur. Alors, je peux regarder quand a eu lieu ce problème-là, je peux regarder l'historique. Si je regarde l'historique, eh bien, je peux voir que c'est depuis il y a quelques jours que j'ai ce message-là. Là, je ne suis pas trop loin dans l'historique, mais apparemment, il y a une certaine durabilité. Je peux à n'importe quel moment afficher la valeur de mon erreur à n'importe quelle période de temps et faire des comparaisons et mettre ça dans un rapport. Ou je peux profiter de cette interface de l'arbre de décision pour aller regarder quelles sont les intentions, c'est-à-dire quelles étaient les recommandations et les intentions qui avaient été définies par l'architecte. Donc, par exemple, on va s'intéresser ici. Il y a un certain nombre de variables. On va regarder à quoi ça correspond. Donc, les intentions peuvent être définies sur plusieurs équipements. Donc, on va s'intéresser sur celui dans lequel on a le problème. Et là, il y a un certain nombre de valeurs. Donc, il est en train de. On revoit effectivement nos erreurs. On nous voit aussi qu'il y a quelques drops. Et en supplémentaire d'informations, il a été vérifié la MTU. Pourquoi la MTU? Parce que ici, j'ai des erreurs et on voit que toutes mes erreurs, c'est des erreurs de type ignore. Donc, des erreurs de type inner, ça peut arriver soit des problèmes ça aurait pu être des problèmes de MTU, c'est-à-dire la MTU qui n'est pas corrigée, qui n'est pas configurée correctement. Donc, il pourrait y avoir des problèmes au moment de la refragmentation, la défragmentation. Mais lorsque ce sont des erreurs de type inner, ça peut être aussi, par exemple, des problèmes de broadcast. On peut avoir une tempête de broadcast, les erreurs d'input, ils sont considérés dans les erreurs ignore. Donc, je pourrais regarder le paramètre éventuellement de broadcast. Et dans mes données que j'affiche ici, j'ai bien sûr affiché aussi les broadcasts receive. Et ici, je vois effectivement qu'il y a un certain nombre de broadcasts. Donc, ça pourrait être la cause. Donc, ici, je vois très rapidement que j'ai des erreurs. Je vois très rapidement
de quelle pourrait être la cause de mes erreurs. On sait très bien que ce n'est pas un problème de MTU, on n'a pas un problème de lien, donc ça pourrait être un problème de broadcast. Donc je pourrais, dans les recommandations ici, eh bien, aller recommander de paramétrer, on est des environnements Cisco, ben, paramétrer des protections contre les tempêtes de broadcast. Il y a une commande Cisco pour ça. Donc très rapidement, ben, j'ai diagnostiqué quelle est la probablement cause à mon erreur. Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir ajouter une nouvelle configuration. Et si vous vous rappelez le petit cycle que j'avais montré à la fin de ma présentation, eh bien là, je suis exactement dans le cycle. Donc, je résous mon problème et par la suite, eh bien, ce problème-là ne va plus apparaître à cause d'un problème de tempête de broadcast parce que automatiquement, eh bien, j'aurai ma configuration qui sera appliquée. Donc ça, c'était mon petit cas d'exemple pour montrer vraiment que dans une seule interface, eh bien, on voit tout et on comprend facilement où est le problème. Mais on va s'intéresser à quelque chose d'un peu plus puissant. Je vais fermer ça, ce menu. Je vais fermer ma vue et je vais ouvrir la carte sur laquelle eh bien, je suis en train de faire mon étude. Donc ici, c'est une carte plus complète. On va retrouver l'équipement que j'étais en train de voir quelque part par ici. Voilà. Mais je vais m'intéresser à cette partie qui est là. Ici, j'ai 4 switches. Donc, je vais mettre la casquette de l'admin. Et ici, je voudrais travailler avec le protocole HSRP. Pour ceux qui ne connaissent pas le protocole HSRP, c'est un protocole qui va permettre de faire une répartition de flux lorsque nous avons 2 switches ou plus, de telle façon que l'on va donner la priorité de certaines VLAN vers un switch, de d'autres VLAN vers un autre switch. Et au cas où il y aurait un switch qui aurait une patte qui soit tombée, eh bien, on basculerait tous sur un switch qui serait au départ en attente, donc en stand-by, eh bien, il deviendrait actif par la suite. Donc, c'est-à-dire que par défaut, ici, bah, mes VLAN 100, elles vont sur ce réseau-là, les VLAN 101 vont sur ce réseau-là. Celui-ci est le switch qui est responsable de gérer toutes les VLAN 100 et celui-ci, le switch qui est responsable de gérer les VLAN 101. Et donc, si celui-ci, il tombe ou une patte, il perd et on perd une communication, bah, tout va basculer sur celui-ci et inversement, pour le 101, ça basculera sur celui-ci. Donc, la fonctionnalité est la suivante. Donc, je vais vérifier d'une part eh bien, que mon implémentation elle est correctement opérationnelle. Donc, pour vérifier que mon implémentation est correctement opérationnelle, eh bien, je vais aller dans mon arbre de décision. Je vais aller voir cet équipement, bah, celui du bas par exemple, SW2, Boston. On va s'intéresser. Voilà, donc ça c'est le robot qui a été défini, qui vérifie le protocole HSRP, il vérifie que les règles sont correctement appliquées. Donc en réalité, ce robot, il vérifie que la VLAN, que ce switch, pardon, est bien actif pour la VLAN 101. Bah, c'est bien le cas, il est bien actif pour la VLAN 101. Je vais regarder le suivant. Ok, donc, bien là j'ai une erreur. Parce que donc celui-ci, il doit vérifier ce robot doit vérifier que le switch est bien actif pour la VLAN 100 et il m'a remonté une alarme, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais aller dans les intentions. Donc les intentions, bah, c'est exactement ce que je vous ai défini, c'est-à-dire moi en tant qu'admin, eh bien j'avais défini un certain nombre de recommandations et donc bah, j'avais défini que pour la VLAN, c'était pas 101, c'était 100. Oui, c'est la VLAN 101, pardon. J'avais défini que pour la VLAN 101, eh bien, ce switch était actif et j'avais défini que pour la VLAN 100, ce switch devait être actif. Eh bien, ce n'est pas le cas. Celui-ci, il est en stand-by pour les deux VLAN et celui-ci, il est en actif pour les deux VLAN. Alors, quelle peut être la cause à ça? Il peut y en avoir deux. Il peut y avoir tout simplement un problème de lien qui est tombé, une patte qui est tombée, ça peut arriver, ou un problème de configuration. Donc, si je regarde les configurations, eh bien, j'ai dans mes intentions, j'ai en plus de vérifier l'état actif et stand-by, je vérifie un deuxième paramètre vraiment important qui est la notion de priorité. Parce que dans le HSRP, c'est la priorité qui va décider qui est l'actif et qui est le stand-by. Plus la priorité est haute, plus et celui qui aura la priorité la plus haute, pardon, c'est celui qui sera actif. Donc ici, c'est correct. Il a la priorité 110 par rapport à 105, donc il est actif. Et ici, il a la priorité 105. Par contre, ici, il a maintenu la priorité 100, qui est la priorité par défaut. Donc ça peut expliquer pourquoi il n'est pas actif. Donc, ça peut être un problème de configuration. Ça en a tout l'air. Mais par contre, bah, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'arrêter à ça comme conclusion. Je vais regarder ce qui avait été défini au niveau de mes recommandations. Et dans mes recommandations, bah, il m'a été recommandé d'exécuter un runbook.
Donc un roadbook, c'est un petit robot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier un certain nombre de paramètres. Et parmi ces paramètres, bien, je regarde les interfaces pour vérifier si le lien il est bon. Donc, je pourrais exécuter le robot sur tous les équipements du réseau, parce que par défaut, les roadbooks s'exécutent pour tout le monde. Mais ça n'a pas de sens, parce que ça serait un peu trop long à le faire. Donc, je vais m'intéresser vraiment à celui sur lequel je suis en train de faire ma recherche, qui est cet équipement-là. Je vais vérifier l'interface. J'exécute mon robot, j'ai mon choix interface, et je vais m'intéresser aussi quelle était vraiment l'interface qui m'intéressait pour mon étude. Donc, on va arrêter la lecture. Et c'est celui-ci, d'accord? Parce que si c'est cette patte-là qui est tombée, eh bien, ça veut dire qu'on va tout basculer sur celui-ci. Donc, c'est Ethernet 2.0. Donc, on va regarder Ethernet, parce que je veux en avoir beaucoup. Donc, si je commence à chercher manuellement. OK, donc c'est hop. Donc, j'ai pas un problème de lien, j'ai pas le lien qui est tombé. Donc, ça confirme effectivement ce que je pensais, qu'il y a un problème de configuration. Donc, ça veut dire que la recommandation, eh bien, c'est de corriger, d'appliquer la configuration. Donc, ce problème-là, ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement, moi, je suis pas la personne qui est responsable de faire la modification. Donc, ce problème-là, je vais le partager. Je vais le partager en utilisant le concept de l'incident priority. Donc, je vais créer ce que j'appelle un ticket. Je vais créer un ticket en vérifiant que, je vais l'appeler priorité erreur. C'est très peu explicite, mon nom, peu importe. Je vais inviter la personne qui est responsable de corriger ce problème. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je suis en mode démo. Je vais préciser les configurations. Donc, je vais mettre les configurations de cet équipement-là. OK. Je vais mettre la configuration de celui qui est bien aussi. Tant qu'à faire pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Hein. Plus on met des informations, plus c'est précis. Je vais expliquer qu'il y a un problème de config. VLAN 100 doit être actif sur les priorités par défaut. OK. À vérifier. Donc l'intérêt d'utiliser cet outil, c'est qu'il va être partagé par la personne qui va tout de suite recevoir l'information. Il recevra l'information ici, par ce petit message de communication. Je peux aller plus loin, je peux même partager ma carte d'ailleurs. Je vais partager la carte pour qu'il puisse directement étudier sur ma carte et faire la correction qui est nécessaire. Donc, encore une fois, on fait un travail proactif et donc on va capitaliser cette étude que j'ai fournie pour pouvoir le corriger. Et donc, la correction sera faite et donc l'alarme va disparaître par la suite. Donc, c'est vraiment très puissant. Et comme on peut voir ici, je n'ai rien programmé, je n'ai écrit aucune ligne de code. J'ai appliqué et j'ai fait une analyse. Et j'ai pu diagnostiquer très rapidement un problème qui, en réalité, c'est très difficile à diagnostiquer ce type de problème parce que dès qu'on a des données croisées, ce qui est souvent le cas lorsqu'on parle de routage, si on fait par exemple sur du routage BGP, qu'on est en train de vérifier les neighbors ou des choses comme ça, eh bien, on doit croiser des données entre différents équipements. Là, on a des données croisées entre deux switches et il faut qu'on s'assure que la configuration elle est correctement appliquée et correctement coordonnée entre les différents switches. Donc, c'est difficile parce que normalement, on doit manuellement se connecter sur chacun des switches, vérifier que tout va bien. Et bien là, on a une alarme qui remonte parce qu'il y a une corrélation de la vérification de ces données entre les différents switches. Donc, c'est vraiment là un outil extrêmement puissant qui va permettre de gagner du temps, de gagner en sécurité, en fiabilité sur notre implémentation, sans être nécessairement un expert en la matière. Donc, comment ça marche? Ce que je vais faire, c'est que pour terminer, je vais vous montrer la création d'un robot. On va choisir un sujet. On va fermer cette fenêtre. On va fermer celle-ci aussi. On va s'intéresser à un équipement. On peut reprendre éventuellement celui-ci, peu importe. On va créer une intention. Donc, je vais aller ici. On va créer une intention. On peut s'intéresser, par exemple, à de l'encryptation. Ça, c'est un sujet important. Crypto.
on va mettre, on peut mettre autant de descriptions que l'on veut, hein, vérifier. Et, on va s'intéresser à un équipement. Alors, pourquoi le faire sur un seul équipement? Eh bien, parce qu'on va d'abord valider que mon robot fonctionne. Ensuite, on pourra le répliquer sur autant d'équipements que l'on veut. On va faire celui-ci, vu que j'avais commencé à travailler sur celui-ci. Et je vais diagnostiquer, je vais récupérer en live les paramètres. Donc là, je viens de faire une lecture live. Et je vais m'intéresser des paramètres de crypto. Je pourrais faire une recherche, hein, mais on va y aller directement. Si j'ai trop, voilà, on va s'intéresser à ce paramètre-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable sans savoir coder. Donc, tout simplement, eh bien, je vais m'intéresser à cette valeur-là. Je vais dire add variable. Il m'a automatiquement créé une variable. Une variable, donc, c'est une chaîne de caractères. Si je voudrais être un puriste, eh bien, je pourrais aller dans quelques tips pour m'indiquer les chaînes de caractères, mais on va se mettre dans la position qu'on ne sait pas du tout coder. Donc, j'ai juste fait copier. Il m'a créé une variable de type string. Je pourrais m'intéresser éventuellement au groupe. Bon. Je vais créer une variable. Il a détecté que c'était un entier automatiquement. Ensuite, par contre, il m'a pas pris. Oui, c'est bon. Ensuite, on va s'intéresser à la définition. Et on va s'intéresser, par exemple, à cette variable-là. Et on va mettre un diagnostic sur cette variable-là. Donc, on va dire qu'on va vérifier crypto mode. On peut mettre autant de textes que l'on veut. On va dire que si ce n'est pas égal à AES, eh bien, c'est qu'on n'a pas utilisé la bonne crypto. Erreur sur crypto. Et on va vérifier le cas de validité. Donc, on va dire si c'est égal à AES, eh bien, ça veut dire que c'est bon. On peut associer ça pour les équipements ou pour toutes nos intentions. Là, comme on n'en fait que sur un, on le fera que sur cet équipement. Après, si on fera une réplication, seulement on le fera pour tout le monde. Et le point fort de ça, c'est que là, je viens de configurer mon robot sur une variable particulière. En fait, pour l'instant, l'autre, je ne m'en sers pas. Et je vais vérifier. Donc, on va demander de la sauvegarder. Donc, plutôt démo. Je vais vérifier que ça fonctionne. Donc, j'exécute mon petit robot et me remonte en vert bien, que ça fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'il est en train de vérifier que le code couleur correspond à ce que j'ai demandé. Alors, donc très rapide, on a exécuté notre valeur, on a vu très rapidement, en temps réel, que mon robot, il est opérationnel. Donc maintenant, ce que je peux faire, je peux maintenant répliquer ce robot autant de fois que j'en veux pour un certain nombre d'équipements. Et encore une fois, comme vous avez vu, je n'ai utilisé aucune ligne de programmation. Je n'ai pas besoin de savoir programmer pour pouvoir créer mes robots. Donc voilà, donc c'est avec ça que se termine ma démonstration. J'espère qu'elle a été explicite. Donc je vais repasser la main à Eric pour conclure et faire voir si nous avons des questions pour vous répondre. Je vous remercie. Bien, merci Christophe pour cette brillante démonstration. J'espère qu'on a un petit peu démystifié le sujet de l'automatisation, de la mise en œuvre de règles par un système donc de gestion pour arriver à être plus proactif sur la gestion d'incidents. Donc maintenant, on va procéder donc aux questions-réponses. On a noté qu'il y a eu un certain nombre d'inputs de votre part. Première question que l'on a relevée ce matin, c'est comment gère-t-on les bibliothèques de règles d'automatisation? Parce que finalement, on crée une sorte de système qui est une base de connaissances. Donc, comment tout ceci est géré et puis comment peut-on industrialiser l'application d'une règle quand elle est au point? Voilà. OK. Donc, j'avais indiqué au début, avant la démo, justement la structure de NetBrain, donc qui a une base de données MongoDB, donc c'est une approche objet. Donc, que ce soit pour le stockage d'informations, mais aussi justement pour les robots et le développement des robots. Donc, on va pouvoir effectivement organiser sous une approche objet la définition des robots associés à leurs intentions, leurs recommandations. Ça, c'est d'une part.
Et à la fin de la démonstration, j'avais justement, quand j'ai créé une intention, je l'ai créée sur un seul dispositif pour l'effet de la démo, mais en réalité, une fois qu'on le crée, ensuite, on va pouvoir le répliquer autant de fois qu'on veut sur le nombre d'équipements que l'on veut. En réalité, on forme des groupes d'équipements. Et donc, on va former des groupes, on va faire une réplication par groupe pour pouvoir l'industrialiser le plus efficacement possible. Ok, merci Christophe. Je dirais maintenant, je vais passer une question un petit peu plus générale par rapport au SI donc des clients. Toute notre démonstration a été basée sur des paramètres de configuration donc des équipements qui sont pris en compte dans la base, dans le système NetBrain. Évidemment, il y a d'autres informations qui peuvent être incluses dans des règles avec des données qui viennent de systèmes tiers. Quand je pense à des systèmes tiers, je dirais, je vois tous les NMS ou les outils d'analyse de performance qui remontent des indications sur les flux. Donc la question, c'est peut-on intégrer dans des robots, je dirais, ces données et comment ça se passe? Alors, ça c'est une question assez classique qui revient de nos clients, effectivement. Déjà, une chose à tenir en compte, c'est que NetBrain n'est pas une solution d'analyse de performance. Ce n'est pas une solution d'analyse de performance NPM au niveau réseau ou APM au niveau applicatif. Mais par contre, avec le concept des robots qui a été implémenté dans NetBrain 10.0, on a une granularité qui peut être de 5 minutes. Donc, toutes les 5 minutes, on peut collecter des informations, et ces informations-là peuvent être autre chose que les paramètres de configuration. On avait notamment fait une implémentation avec une solution, la solution Advisor et SLA, qui permettait de faire de l'analyse de performance sur de l'analyse active, et on avait remonté des alarmes sur des variations de latence importantes et sur des paquets loss notamment. Donc en réalité, à partir du moment qu'on a accès à l'équipement, on peut remonter des données, des variables, en tenant compte bien sûr que ce n'est pas de l'analyse en temps réel. Il faut vraiment qu'on maintienne une granularité pour pouvoir remonter les alarmes et l'afficher sur la cartographie dynamique. Ok, merci Christophe. Donc, alors oui, tiens, je vois une question très très pragmatique sur la documentation des recommandations et des arbres de décision que l'on peut rentrer dans le système. C'est un vieux sujet, je dirais, que l'on connaît depuis qu'on se met à faire du développement, hein, notamment depuis qu'il y a des systèmes à base de règles. Quand on reprend les choses à froid, je pense au bout d'un certain nombre de semaines, où que les règles sont faites par des experts et utilisées par des exploitants, comment fait-on pour documenter un petit peu tous ces process pour que tout le monde arrive à bien saisir de quoi on parle? Je pense que c'est vraiment un point clé aussi. Ouais, mais c'est d'ailleurs un gros point fort de cette fonctionnalité, parce que la fonctionnalité, c'est justement de transformer les documentations traditionnelles en un outil que l'on peut utiliser et partager. Donc en réalité, là, au lieu de documenter de façon traditionnelle, la méthodologie, c'est de bénéficier de l'outil, de bénéficier du robot et de l'arbre de décision pour documenter dans le code. Je vais montrer, par exemple, ça pourrait être plus simple. Je vais avoir ma démo qui est encore ouverte. Bah oui, on avait arrêté là-dessus la fin de la démo. Donc ici, c'était l'arbre de décision quand on l'avait vu. On peut à n'importe quelle étape, c'est-à-dire que ce soit à l'intérieur du robot, que ce soit sur les intentions, que ce soit sur les recommandations. Ici, par exemple, on a des commentaires, mais là, c'est des commentaires très simples. On peut mettre du texte avec des différentes étapes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme cette information-là, elle a eu un historique, il va y avoir un historique de l'évolution aussi de la documentation. Et donc, tout va être stocké dans la base MongoDB. Si je crée mes intentions et que je fais des modifications sur mes intentions, eh bien, à chaque intention ici, je peux ajouter des notes, et ces notes aussi vont être actualisées et documentées. Donc, la richesse, c'est qu'on a toute la documentation inclue dans le robot, inclue dans les intentions, et donc les personnes vont savoir bien à quoi correspond chaque documentation. Donc, c'est beaucoup plus facile à comprendre, et en plus, c'est stocké dans la base de données. Ok. Merci Christophe. Bon, on a aussi d'autres questions, je dirais, assez techniques. Je pense qu'on y répondra, je dirais, donc en offline. Hein, donc, on vous renverra ces réponses par mail. Il y a un dernier point inévitable, je dirais, dès qu'on aborde ce type de système, c'est quelle méthodologie pour mettre en place ces systèmes de règles.
Alors, ça me fait un petit peu sourire parce que ça me rappelle ma jeunesse, quand je travaillais sur les systèmes experts. Bon, donc c'est pas le but du webinaire de faire le focus là-dessus, mais par contre, il est clair que de notre côté, je prends le point, bon, justement, parce que j'ai un vécu sur divers systèmes où il y a eu des règles à implémenter. Dans le cadre d'un environnement tel que NetBrain sur une infrastructure IT, après qu'on ait fait la mise en œuvre de la solution et qu'on ait réalisé la formation des diverses équipes, que ce soit le support niveau 1, le support niveau 2, donc les divers experts, on arrive à avoir nous-mêmes une bonne compréhension d'architecture donc du réseau, hein, les points qui sont un petit peu sensibles, les systèmes de redondance, les systèmes de backup, les systèmes de secours. Hein. Et donc, généralement, on met en place en discutant avec les équipes d'ingénierie ou les équipes du planning qui ont défini les premières règles, quelle que soit la forme dont elles les ont, on va dire, décrites. Hein. On essaie donc de les mettre en place avec le système pour, à titre d'exemple, montrer comment les choses se passent. Et ensuite, on met en place des politiques d'ateliers réguliers hein, en fonction des objectifs d'amélioration continue, donc de l'automatisation, hein, pour progressivement étendre avec notre support, je dirais, de façon un petit peu intensive donc au début, mais pour rendre le client de plus en plus autonome et que la mise en place de la base de règles puisse se faire de manière homogène au sein donc des diverses équipes, ce qui met en place en plus un mode de collaboration qui est indispensable dans la chaîne de support par la suite. Donc, on va être obligé de clore ce webinaire hein, qui, je dirais, est très intéressant. On est évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et puis adapter, je dirais, ce type d'automatisation par rapport à vos environnements. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.